après ce long préambule, alors, on va donc parler maintenant des économies. Alors, faire des économies, c'est très facile sur un objet donné. C'est extrêmement facile techniquement de faire des économies tout le temps et partout. Prenez un exemple ici, qui est le bâtiment. Vous avez une photo d'une maison passive installée dans un pays où il fait très chaud, en Suède. Cette maison n'a pas besoin d'apport de chauffage. Voilà, elle a été conçue de telle sorte qu'elle n'en ait pas besoin, elle est très bien isolée, elle a des circulations d'air dans le sol qui permettent de préchauffer l'air en hiver et de le refroidir en été, elle a des vitrages qui sont orientés là où il faut, elle a des auvents qui permettent d'éviter le cagnard quand le soleil est au zénith en été et qui au contraire le font rentrer quand il est bas en hiver, etc. Alors est-ce que ça s'appelle des économies? Ça dépend. Au niveau d'un objet, c'est évident. Alors, un exemple, je dirais, plus répandu. Je vous prends un logement construit en 1950. Aujourd'hui, si ce logement dispose d'un chauffage central, parce qu'en 1950, il n'avait pas toujours un chauffage central, vous êtes à 250 kWh par mètre carré. On est aujourd'hui passé à des logements qui, dont c'est la norme, qui doivent consommer 80 kWh par mètre carré et par an. On a donc 3 fois moins d'énergie consommée par mètre carré de logement quand on construit un logement. Il est évident que c'est une économie. C'est absolument que c'est une économie. Sauf que, dans le même temps, vous avez de plus en plus de maisons qui disposent et d'immeubles qui disposent du chauffage central. La surface habitable par personne est passée. Alors, en 73, elle était de 25 mètres carrés. Je ne sais pas de combien elle était en 1950, mais à mon avis, elle devait probablement être sous les 20. À 40 mètres carrés aujourd'hui. Donc, par mètre carré, moins de kilowattheures. Par personne, plus de kilowattheures. La population, elle a augmenté. Et puis, vous avez eu, en plus du chauffage, un certain nombre d'appareils qui sont venus augmenter la consommation. Et comme je vous le disais, la population a augmenté, donc on a maintenant plus de logements. Est-ce que ça, c'est toujours des économies? Si on compose les économies par mètre carré qui ont été réalisées avec les évolutions que je viens de vous évoquer ici. Ça se discute. Autre exemple. En d'autres termes, ce dans quoi je suis en train de vous faire rentrer actuellement, c'est quand on économise par rapport à quoi? L'histoire ne s'écrit qu'une fois. Donc, économiser, c'est toujours dire ce qui se serait passé si, par définition. Si j'avais pas acheté un aspirateur économe, j'en aurais acheté un gourmand. Mais peut-être que si vous n'aviez pas acheté d'aspirateur économe, vous auriez acheté un balai. Dans la comparaison aspirateur économe vers aspirateur gourmand, on peut dire que vous avez fait une économie. Par contre, si vous aviez acheté un balai, vous n'avez pas fait une économie du tout, vous avez acheté un surplus de consommation. Donc la question des économies, c'est toujours par rapport à quoi? Alors un autre exemple, connu et archi connu. Voici la voiture de mes grands-parents quand ils avaient une voiture. Donc la 2 chevaux de 1950, une cylindrée qui aujourd'hui ferait ricaner un motard, 9 chevaux de puissance de moteur, 60 km/h de vitesse de pointe, une demi-tonne de poids, et ça consomme un peu moins de 5 litres au 100. Consommation, donnée d'utilisation. La 2 chevaux des temps modernes, en voici une par exemple. Elle a une cylindrée qui a été multipliée par 4. Elle a une puissance de moteur qui a été multipliée par 8. Elle a une masse qui a été multipliée par 2. Une vitesse de pointe qui a été multipliée par 2,5. Et elle consomme toujours à peu près la même chose. Alors, il est clair que vos petits copains qui ont 5, 10, 15 ou 20 ans de plus vont me dire « Il y a énormément d'économies dans cette affaire. 4 fois moins de carburant consommé par centimètre cube de cylindrée. Et puis vous voyez ici les multiples que je viens de vous citer qui réapparaissent tous. C'est-à-dire que vous êtes entre 2,5 et 7 fois plus économe par unité d'usage que vous choisissez de prendre en compte.
La vitesse de pointe, la masse, la puissance, peu importe. Donc, évidemment, vous faites des économies. Et si vous regardez le discours du patron de Renault ou de Peugeot, il va vous dire « je fais plein d'économies ». Regardez à masse et à puissance constante, parce que là, vous avez affecté les progrès de la technologie à l'augmentation de la masse, de la puissance et de la vitesse. Mais donc, vous pouvez aussi vous dire qu'à masse et à puissance constante, vous savez faire des choses qui consomment de moins en moins. Et c'est parfaitement vrai. D'accord ? Donc, là, il y a indiscutablement des économies. Sauf que dans le même temps, il y a eu ça. Ça, c'est le parc de voitures dans le monde, c'est la courbe bleue qui est importante, entre 1960 et aujourd'hui. Plus exactement 65. Eh bien, vous voyez que dans ce laps de temps, le parc de voitures a quadruplé. Et je vous rappelle que la consommation globale, c'est par définition la consommation unitaire fois le nombre d'objets qui consomment. Et à chaque fois que vous avez un débat sur les économies d'énergie, c'est toujours et encore la même question qui revient. Est-ce que dans le même temps ça diminue, vous n'avez pas inexorablement une augmentation de ce truc-là qui va encore plus vite? Et en fait, vous allez vous rendre compte que dans à peu près la quasi-totalité des usages, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le nombre d'objets en circulation qui consomment de l'énergie a cru plus vite que la baisse de la consommation par objet qui circule. Il n'y a rien d'hérétique là-dedans. Si vous vous rappelez ce que je vous ai dit au premier cours, qui est que la baisse du prix réel de l'énergie est un élément structurant du développement du dernier siècle et demi. Si l'énergie coûte de moins en moins cher, eh bien si un objet donné consomme moins d'énergie, vous avez un surplus de pouvoir d'achat que vous allez affecter à acheter d'autres trucs qui vont aussi consommer de moins en moins d'énergie du reste. Donc en gros, l'augmentation du revenu disponible en termes réels, en termes physiques, fait que le résultat qu'on a obtenu en faisant des objets qui consomment moins d'énergie a très rarement été une baisse de la consommation globale des objets en circulation, mais une augmentation des usages. Autre exemple, vous avez ici à gauche le frigo et la ménagère de 1950, les deux dans un même paquet cadeau. Alors, en 1950, qu'est-ce que c'est le frigo? C'est une capacité d'environ 100 litres et c'est une consommation électrique d'environ 400 kWh par an. Aujourd'hui, vous allez sur le site d'Arctic, Elcou, etc. et on vous explique que le frigo, il fait à peu près le triple de la capacité. Que là-dedans, vous avez une partie du compartiment dans lequel vous atteignez des températures beaucoup plus négatives que ce que vous aviez en 1950, puisque vous avez un congélateur intégré qui va occuper entre la moitié et le tiers de l'espace, et tout ça pour 300 ridicules kWh par an. Donc effectivement, par litre refroidi, vous avez 2 à 4 fois moins d'électricité consommée, et même par frigo. Aux États-Unis, la consommation moyenne par frigo a culminé entre 1600 et 1800 kWh par an et par frigo, avant de redescendre aujourd'hui aux alentours de 400 sous l'effet des réglementations qui ont été, voilà. À l'évidence, économie. D'accord? Vous prenez un frigo, à l'évidence, économie. Je vous rappelle encore une fois que quand vous aurez des patrons, il vous demandera de réfléchir sur la consommation d'énergie d'un frigo. De tous les frigos, c'est plus rare. Voilà l'ancêtre de votre micro-ordinateur, l'ENIAC, Electronic Numerical, je sais plus quoi, Integrator. L'un des premiers ordinateurs qui a été construit dans le monde. Alors l'ENIAC, c'est quoi? C'est 27 tonnes. Voilà. 150 kW de puissance absorbée. Pas mal. Et tout ça pour 18 000 tubes à vide, ridicule. Aujourd'hui, quand on veut reproduire l'ENIAC sur une puce informatique, il faut 300 000 transistors, qui fait se bidonner le premier designer d'Intel venu. Vous êtes passé à ça. Là aussi, vous avez la ménagère en prime. 2,5 kg, 50 millions de transistors, quelques dizaines de watts de puissance absorbée. Sur mon ordinateur, là, mon ordinateur, il peut tenir 4 heures avec une batterie qui doit faire 80 Wh ou à peu près. Donc, vous voyez, ça bouffe rien, quoi. Ça bouffe 20 watts ou 25 watts. Voilà. Donc, là, vous commencez à avoir des rapports qui donnent le vertige. Par unité de masse ou par transistor installé, vous avez des rapports de 10,6. D'accord? Vous avez gagné un facteur 1 million. Économie, tant qu'on veut. Hein? Voilà. Sauf que dans le même temps, vous avez eu ça, que je vous ai déjà montré la dernière fois et que je vous remontre aujourd'hui.
C'est-à-dire que en 1970 ou en 1950, peu importe, mais là je vais prendre l'exemple de 1970, vos parents avaient un réfrigérateur qui était une infâme passoire à calories. Les mieux lotis d'entre eux avaient déjà un congélateur qui était aussi une infâme passoire à calories. Personne n'avait de micro-ondes, puisque le micro-ondes n'avait pas encore été mis au point commercialement. Personne n'avait de sèche-linge, puisque le sèche-linge n'était pas encore disponible commercialement. Très peu de gens avaient un lave-vaisselle. Très peu de gens avaient un lave-vaisselle. Le PC n'était pas disponible, donc les gens n'en avaient pas. Et aujourd'hui, on a évidemment des frigos avec des A et des étoiles partout qui ne consomment pas d'énergie, sauf que chaque personne a rajouté à son frigo avec des A et des étoiles partout, un congélateur avec des A et des étoiles partout, et un micro-ondes avec des A et des étoiles partout, et un lave-linge avec des A et des étoiles partout, etc. Et le résultat final de cette affaire, le voici, c'est l'évolution de la consommation d'électricité dans le monde. Et si vous prenez la consommation d'électricité dans les seuls bâtiments en France, ce qu'on appelle résidentiel et tertiaire, c'est pas une multiplication par 2 que vous avez sur cette échelle, sur l'échelle, alors là c'est 82 000, sur 73 2000, c'est pas une multiplication par 2, vous avez c'est une multiplication par 4. Donc la consommation d'électricité dans les bâtiments, vous et moi quand on est chez nous, et vous et moi quand on est dans un bureau, a été multipliée par 4, bien par 4, entre 1973 et 2000. Déduction faite du chauffage électrique. Je ne prends pas en compte le chauffage électrique dans ce que je vous annonce. D'accord? Voilà. Économie ou pas économie? Vous voyez bien, et je vais y revenir un tout petit peu plus tard, que dans le problème qui nous préoccupe, c'est bien l'économie globale que nous cherchons. Ce n'est pas l'économie par objet. L'économie par objet, elle est utile dans la mesure où elle aide à atteindre l'économie globale, mais elle ne garantit pas l'économie globale. Ça fait 1 siècle et demi qu'on fait des progrès techniques sur les voitures, les avions, les ordinateurs et les fusées lunaires. En attendant, la consommation d'énergie, ça ne l'a pas empêché d'augmenter à peu près tout le temps et partout. Hein. Donc les économies par objet, encore une fois, c'est quelque chose qui aide, mais ça n'est pas suffisant pour savoir dans quel sens va souffler le vent. Et pour savoir dans quel sens va souffler le vent, il va falloir rajouter autre chose, dont je vais vous parler un peu plus tard. Après, il y a autre chose qui peut quelquefois, en ce qui concerne le CO2, être mis en avant, qui est de dire que les économies, il faut les faire là où c'est économiquement le plus intéressant. Et je vous donne l'exemple de la compensation en ce qui concerne le CO2, dont je vais vous expliquer le principe, mais qui peut s'étendre aux économies d'énergie. En gros, on peut dire, je ne vais pas les faire moi, mais je vais les faire à quelqu'un d'autre. En ce qui concerne le CO2, la compensation peut s'appliquer à de l'énergie ou à autre chose. Voilà quel est le principe de notre affaire. Vous êtes ici avec quelqu'un qui doit économiser. Donc il a des émissions, mais encore une fois, si c'était de l'énergie, le principe resterait le même. Il a des émissions. Et il regarde, par le petit bout de la lorgnette et avec beaucoup d'attention, quelqu'un d'autre qui a aussi des émissions. Et puis il va lui dire, chez moi c'est trop dur, donc je vais te donner de l'argent à toi, et chez toi où c'est facile, tu vas réduire. À partir du moment où vous êtes sur un problème global, pourquoi pas? Vous pouvez dire, chez moi, faire baisser la température dans le foyer de l'école des mines, c'est trop dur, mais je vais donner l'argent que j'aurais éventuellement accepté de dépenser pour traiter le problème de l'énergie à quelqu'un d'autre, chez qui c'est beaucoup plus facile de traiter le problème. Alors, là, grâce à cet argent, l'entité à laquelle on s'adresse fait baisser ses émissions, ou fait baisser sa consommation, mais là en l'occurrence c'est des émissions. Et à ce moment, c'est là qu'arrive la grande subtilité. La personne qui a donné l'argent dit ça ou ça, c'est pareil. D'accord? Les émissions n'ont plus lieu, et comme c'est moi qui ai payé, eh bien, je m'octroie le bénéfice du fait que les émissions n'aient plus lieu. Le principe de la compensation, c'est ça. Vous avez ce principe qui est dans le protocole de Kyoto, soit dit en passant, c'est ce qu'on appelle les mécanismes de développement propre ou l'implémentation conjointe. Je n'ai pas le temps de vous parler aujourd'hui. Mais ce principe, il existe. Il fait sens sur les émissions, puisqu'on a vu que, enfin en théorie si c'est bien fait, il fait sens sur les émissions, puisque vous avez vu que les gaz à effet de serre avaient une durée de résidence dans l'atmosphère qui était de l'ordre du siècle, et donc à partir du moment où la durée de résidence est de l'ordre du siècle et où la durée de brassage interhémisphérique de l'atmosphère est de l'ordre de l'année, vous voyez bien que le lieu d'émission n'a pas d'importance, et si je paye quelqu'un d'autre pour réduire à ma place parce que c'est plus facile pour lui, ma foi, ça reste physiquement quelque chose de pertinent. Là où on va commencer à avoir des ennuis, c'est que, et c'est là que je vais en revenir à l'histoire de mes économies,
c'est qu'on va avoir le même problème en ce qui concerne la compensation que celui qu'on a en ce qui concerne les économies d'énergie. Si je vous disais économie par rapport à quoi? Économie par rapport à quoi? Eh bien, très souvent, on va considérer que la situation de gauche et la situation de droite sont identiques. C'est-à-dire que la situation dans laquelle on empêche une augmentation tendancielle de se produire est identique à une situation dans laquelle on a réduit pour de vrai. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça, c'est le balai à la place de l'aspirateur, et ça, c'est le petit à la place du gros qu'on aurait acheté de toute façon. C'est quoi la bonne manière dans cette affaire de considérer les économies? C'est quoi la bonne manière? Est-ce que c'est ça, ou est-ce que c'est ça? Chacun apporte sa réponse. La mienne étant de dire qu'à partir du moment où la contrainte, elle est globale et elle nous force à la baisse, que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas, la bonne réponse est plus loin de ça que de ça. Votre réponse est plus près de ça que de ça là-bas. Voilà, c'est quelque chose. Encore une fois, j'ai pris l'exemple de la compensation pour illustrer le déplacement des économies et surtout le fait que le scénario de référence est quelque chose d'absolument fondamental pour qu'on puisse dire, pardon, il y a eu économie ou il n'y a pas eu économie. Et dans la majeure partie des cas de figure, y compris dans les statistiques nationales de vos anciens qui sont installés au ministère maintenant de l'écologie et du développement durable, on définit souvent les économies d'énergie dans ce genre de vision. Avec ce genre de vision. C'est-à-dire, c'est ce qu'on aurait consommé en plus si on n'avait pas fait gaffe. Mais ça ne veut pas dire qu'on a consommé moins. C'est ce qu'on aurait consommé en plus si on n'avait pas fait gaffe. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui vont nous amener naturellement les économies d'énergie sans qu'on ait besoin de se lever du fauteuil? Je vais vous donner quelques exemples de choses qui vraisemblablement ne marcheront pas. Vous avez ici deux courbes mises en perspective. Alors la première est sur une échelle de temps qui est beaucoup plus large que la seconde. La première vous donne la structure de l'emploi en France entre 1800 et 2000. Alors, en 1800, vous voyez, les 2/3 de la population font pousser des patates. C'est l'emploi agricole qui domine très largement. Vous avez ici les emplois dans l'industrie, qui à l'époque représentent à peu près 20% de la population active, et les emplois dans les services, qui à l'époque représentent à peu près 15%. Et si ma mémoire est bonne, à cette époque-là, les employés de ce qu'on appelait les employés de maison, donc tous les gens qui servent les plats, font le ménage, etc., c'était pas loin d'être la moitié, si ce n'est plus, de cette population. Vous voyez qu'au fil du temps, on a d'abord le développement de l'industrie, et puis depuis 1970, le développement rapide des services et la baisse du nombre d'emplois dans l'industrie en part relative. Et ça, c'est ce que tout le monde appelle la dématérialisation, en disant bah, c'est génial, ça va nous sauver, c'est pas la peine qu'on se préoccupe du problème plus que ça. Il n'y a qu'à faire confiance aux ingénieurs des mines, ils vont nous faire Internet et des ordinateurs, et comme ça, on sera sauvé. Vous allez voir que c'est pas aussi simple que ça, malheureusement. Certes, vous avez eu ici une très forte croissance de la part dans les services. Il n'empêche que sur la même période de temps, vous avez eu une croissance de la quantité d'énergie consommée en France. Donc, si on voulait avoir une démonstration irréfutable, eh bien, il suffirait de dire on augmente la part dans les services et crac, ça dématérialise et à ce moment on se met à avoir une baisse de la consommation d'énergie. Bah, ça, c'est pas aussi simple que ça. C'est d'autant plus compliqué que ici on raisonne en part relative, et ça c'est aussi un truc dont il faut souvent se méfier. Je ne vous l'ai pas souligné quand on a vu la première fois la consommation d'énergie mondiale, mais ce n'est pas parce que la part relative du charbon a baissé depuis un siècle et demi que la quantité de charbon consommée en valeur absolue a baissé. Ben là c'est exactement pareil. La part relative de l'emploi dans l'industrie a baissé. Il n'empêche qu'à l'heure à laquelle je vous parle, on a 3 fois plus d'emplois dans l'industrie qu'on en avait en 1800. Alors que vous voyez qu'en part relative, on est presque au même niveau. On est aujourd'hui à 25 et on était à 20. Mais en fait, vous en avez 3 fois plus aujourd'hui. Donc, si vous prenez comme indicateur le nombre d'emplois industriels par hectare de sol, si vous prenez un référent qui ne bouge pas au cours du temps, par exemple le nombre d'hectares, la surface de la planète, elle est ce qu'elle est, elle ne bougera pas, et bien là, vous vous rendez compte que la dématérialisation est quelque chose qui se discute énormément. Il y a une deuxième raison pour laquelle ça se discute énormément, c'est que vous avez aujourd'hui dans les services des tas d'emplois qui n'ont absolument rien à y faire. Je vais vous prendre un exemple. La distribution d'eau, c'est dans les services. En attendant, si vous allez voir à quoi ressemble un distributeur d'eau, c'est des pompes et des tuyaux et des moteurs partout. Et des gros réservoirs en béton et des machins, etc. Il y a un siècle, on aurait mis ça dans l'industrie. Si vous allez voir un opérateur de transport, une compagnie aérienne ou des gens qui font avancer des bus, c'est dans les services.
En attendant, c'est essentiellement de l'énergie. Si vous allez voir les services à l'énergie, justement, j'en parlais, des gens qui règlent des chaudières, etc., ou qui les gèrent, eh bien, on va mettre ça aujourd'hui dans les services. En attendant, c'est des activités industrielles. Donc, il y a aussi un truc dont il faut se méfier, et ça, je pourrais un tout petit peu élargir le propos. Dès que vous avez des statistiques, vous ne pouvez pas les interpréter si vous n'avez pas accès à la nomenclature qui a défini ce que vous comptez. Si vous ne savez pas comment on définit ce qu'on compte, vous allez dire des conneries. Un très bon exemple là-dessus, je ne vous ai pas défini le PIB dont je vais pourtant vous parler, eh bien, je peux vous assurer qu'il y a des tas de gens qui disent des tas de trucs sur le PIB, qui sont des âneries grosses comme eux, tout simplement parce qu'ils ne savent pas comment c'est défini. Donc, à partir du moment où vous perdez de vue la manière dont on définit les notions qu'on manipule, vous avez toutes les chances de, encore une fois, vous tromper de définition du problème. Regardez quelque chose qui est assez rigolo là. Il y a quelqu'un qui s'est amusé à regarder comment évoluaient les émissions de CO2 par habitant en fonction de la part des services dans l'emploi. Il a fait une petite régression linéaire là-dessus. Alors, certes, le taux de corrélation n'est pas extraordinaire, mais enfin, la seule chose qu'on puisse démontrer en regardant ce graphique, c'est qu'il ne suffit pas d'augmenter la part des services dans l'emploi pour faire baisser les émissions de CO2. Ça, c'est absolument certain. Hein. Ça s'explique tout ça. Ça s'explique encore une fois par le fait que les transports font partie des services, par le fait que pour mettre beaucoup de gens dans un bureau, il faut qu'il y ait beaucoup de machines qui produisent à votre place, parce que quand vous êtes dans un bureau, vous ne produisez rien, vous produisez de la matière grise, mais vous ne produisez pas de patates et pas de pantalons et pas de chaises et pas de table et pas de logement. Donc pour qu'on ait beaucoup de gens dans un bureau, eh bien il faut que par ailleurs, on ait accumulé un gros capital industriel qui est capable de produire à notre place, et le capital industriel, lui, il a besoin d'énergie. Donc le fait qu'un pays ait une part importante de tertiaire dans ses activités ne signifie pas, en fait quand vous regardez dans le monde c'est exactement l'inverse, ne signifie pas qu'il a des consommations d'énergie qui sont faibles. Le meilleur indicateur des émissions de CO2 d'origine énergétique faible dans un pays, je ne vous ai pas amené la courbe mais j'aurais dû, c'est la part de l'emploi agricole. Là par contre, quand l'emploi agricole dépasse 20 ou 30% de la population active, les émissions de CO2 par tête se cassent la figure. Logique. À partir du moment où les gens sont au champ, ils ne sont pas disponibles pour faire tourner les usines. Donc c'est parfaitement logique. Hein. Donc les pays qui ont des faibles émissions de CO2 par personne, aujourd'hui, ce ne sont pas les pays fortement tertiarisés, ce sont les pays qui sont à économie fortement rurale. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Soit dit en passant, ça veut dire que, toutes choses égales par ailleurs, une augmentation de la contrainte sur la consommation d'énergie vous remettra probablement du monde dans les activités ouvrières et du monde dans les activités agricoles. En tout cas, si j'avais un pari à faire avec mon propre argent, c'est probablement celui-là que je ferais. Ici, vous avez une autre corrélation très intéressante à regarder, qui est l'évolution parallèle sur les 2 derniers siècles. Alors évidemment, c'est les calculs qui ont permis de reconstituer ça. Hein. Allez, j'allais dire des kilooctets et des kilotonnes, c'est-à-dire des flux d'informations et des flux de marchandises. Eh bien, vous voyez que là aussi, il ne suffit pas de mettre des ordinateurs partout pour avoir moins de camions sur les routes. C'est pas comme ça que ça marche. Et du reste, et moins de voitures. Et du reste, si on veut aller vers quelque chose qui, à mon avis, n'a pas de valeur probante, mais est quand même une indication intéressante, il suffit de voir ce qui se vend sur les services internet, sur les sites internet quand on vend quelque chose. C'est essentiellement des sites qui sont des services annexes des transports. eBay, c'est un service annexe de la Poste. La SNCF est un endroit où vous vendez directement du transport. Les sites internet de comparateurs de prix de billets d'avion, vous vendez directement du transport. Et voilà, donc tous les sites sur lesquels vous vendez quelque chose, c'est essentiellement des services annexes des transports. Ça va me permettre... non, je ne vais pas vous le dire aujourd'hui, je vous en parlerai au moment du bilan carbone. Enfin si, quand même. En gros, l'endroit où vous mettez les frontières du système conditionne très souvent la conclusion que vous pouvez en tirer. Hein. Là aussi, vous ne laissez pas abuser par la nomenclature et la manière dont on fait les statistiques. C'est pas parce qu'on les fait d'une certaine manière que ça veut dire que les compartiments, ils ont été pensés de telle sorte qu'ils soient suffisants et homogènes pour le problème que vous êtes en train de regarder. Donc si vous ne revenez pas à la définition de ce que vous êtes en train de compter, encore quelque chose qui vous montre que le problème n'est pas si simple. Vous avez ici, pour la France, de 1970 à 2006, l'évolution comparée, on va dire, c'est-à-dire que vous avez fait une courbe où en abscisse et en ordonnée, vous n'avez plus le temps,
mais vous avez en abscisse le PIB en monnaie constante et en ordonnée les consommations d'énergie dans un certain nombre de domaines. Ici, vous avez la consommation d'électricité et ici la consommation en transport. Et ici, vous avez l'énergie primaire pour la production électrique qui est montée beaucoup plus vite que la demande finale. Alors voilà, la question c'est est-ce que je vais savoir faire baisser ça sans faire baisser ça? C'est la question qu'un de vos camarades m'a posée à l'intercours. En d'autres termes, est-ce qu'on peut vendre un projet d'économie d'énergie de manière significative en valeur absolue sans vendre un projet de récession? C'est pas évident. C'est pas évident. Je vais y venir après avec ma petite règle de 3 favorite, vous allez voir, c'est pas évident du tout. Ce qui veut peut-être dire, soit dit en passant, qu'à partir du moment où l'indicateur de performance qu'on utilisait jusqu'à maintenant, vous êtes à peu près sûr qu'à l'avenir il va se mettre à dégringoler, mon conseil c'est d'en changer. Parce que si vous n'en changez pas, vous êtes à peu près sûr d'avoir à gérer que des frustrations. L'exemple que je prenais à l'intercours, c'est les indicateurs de performance qu'on prend pour sa propre vie. Tant que le temps est votre allié, ce qui est le cas à l'âge que vous avez, il y a un certain nombre d'indicateurs de performance qu'on a envie de prendre. Ses performances sportives, son pouvoir de séduction, l'espace habitable qu'on occupe, je sais pas quoi, enfin un certain. Et puis, avec l'âge, arrive un moment où le temps n'est plus votre allié pour un certain nombre de ces indicateurs. Par exemple, les performances sportives. Alors à ce moment, vous allez avoir tendance, histoire de ne pas déprimer, à choisir d'autres indicateurs dans lesquels vous avez toujours accès à des marges de progrès. Par exemple, l'argent. Et c'est très exactement, à mon avis, un des chantiers qui va avoir besoin d'être fait dans le problème dont je vous parle, c'est que si l'indicateur qu'on utilisait jusqu'à maintenant, pour des raisons structurelles, il y a de bonnes chances pour qu'il se mette à descendre quand l'humanité passera son adolescence, que vous avez passé il n'y a pas longtemps, et se mettra à vivre son âge mature et son déclin, en tout cas au niveau de la consommation d'énergie, il y a peut-être d'autres indicateurs à trouver pour être capable de gérer ça dans les meilleures conditions possibles. Tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant est finalement quelque chose qui va être résumé sur ce graphique, c'est-à-dire les économies, c'est quoi exactement? L'ingénieur, encore une fois, il a toujours tendance à prendre les économies comme C plus d'efficacité énergétique. Donc je prends une cafetière et je sais faire une tasse de café chaud avec moins de kilowattheures. Je prends une voiture et je sais faire se déplacer une tonne de bagnole à 100 km/h avec moins d'essence. Je prends 1 mètre carré de maison et je sais assurer le confort thermique pendant l'année avec moins d'énergie. Voilà. C'est en général ça son cahier des charges. Dans un monde infini, c'est un bon cahier des charges. Un très bon cahier des charges dans un monde infini. Sauf que dans le monde dans lequel on vit, si vous composez ça avec les usages, la quantité globale consommée, elle va aller exactement dans l'autre sens pour le moment. Et encore une fois, c'est quelque chose qui est logique dans un monde dans lequel le prix réel de l'énergie décroît. C'est parfaitement logique. Maintenant, la question, c'est quoi le bon indicateur à suivre dans cette affaire? Eh bien, comme ma conviction, et j'espère que vous la partagez, c'est que les lois de la physique se laisseront moins facilement violer que les lois humaines, et que la courbe bleue du haut, elle est assujettie aux lois physiques. Celle-là, elle doit respecter les intégrales bornées. Ma production de pétrole et de gaz et de charbon, elle va faire ça. Elle doit un tout petit peu respecter la physique, c'est-à-dire que plus 5 degrés en un siècle, c'est probable que ça handicapera l'activité humaine suffisamment pour que le PIB mondial il arrête de faire ça et il passe dans l'autre sens. En tout cas, c'est ce qu'a dit M. Stern. Eh bien, j'ai envie de dire que la vraie efficacité énergétique ou les vraies économies d'énergie, c'est pas de faire baisser ça, c'est de faire baisser ça. Et là, le problème change complètement de nature, parce que pour faire 1 mètre carré de maison qui consomme moins d'énergie, vous n'avez pas besoin de demander l'avis de la population. Pour faire baisser la courbe bleue du haut, vous avez besoin de lui demander son avis. D'où l'explication du petit préambule que je vous ai fait tout à l'heure sur c'est quoi l'acceptabilité sociale en démocratie. Parce que l'acceptabilité sociale en démocratie, vous l'avez dans cette courbe. Vous n'aurez pas cette courbe à la baisse, j'allais dire dans un contexte agréable, sans acceptabilité sociale. Vous l'aurez de toute façon un jour à la baisse, mais pas dans un contexte très agréable. Voilà, donc ce qui fait la différence entre ces deux courbes, encore une fois, c'est passer de un objet à tous les objets. C'est ça qui fait la différence entre ces deux courbes. Et j'insiste sur quelque chose, encore une fois, ça n'est pas le réflexe naturel de l'ingénieur. C'est le réflexe éventuellement naturel du gestionnaire, qu'une bonne partie d'entre vous finirez par devenir,
dans des domaines techniques ou moins techniques, peu importe. Mais par contre, ça n'est pas le réflexe naturel de l'ingénieur. Ça n'est pas non plus le réflexe naturel du chercheur. Quand vous passez dans un laboratoire de recherche et qu'on vous dit « je voudrais un panneau photovoltaïque plus performant », on ne vous parle pas de la performance de l'ensemble du parc installé. On vous parle de la performance d'un centimètre carré de cellule. Hein. Donc j'insiste encore une fois vraiment là-dessus. Ça n'est pas l'inclinaison naturelle de l'ingénieur que de se préoccuper de la courbe du haut, et pourtant c'est là qu'est le problème. Alors maintenant, très rapidement, c'est quoi le PIB et c'est quoi notre problème si on le regarde de manière globale? Le PIB, il a deux définitions, et par un grand miracle de la comptabilité, ces deux définitions conduisent exactement à la même, aux mêmes sommes. Le PIB, c'est la valeur de l'ensemble des produits et services disponibles pour la consommation finale. Donc c'est ce que le consommateur final de quelque chose achète, la valeur de l'ensemble de ce qui est acheté dans l'année. Alors, vous voyez bien qu'une fois que je vous ai donné cette définition, il faut se mettre d'accord sur ce que c'est qu'un consommateur final. Alors il y a des gens que vous savez raisonnablement sortir de ce truc-là, et il y a des gens que vous savez plus difficilement sortir de ce truc-là. Par exemple, vous, en ce moment, vous êtes des consommateurs finaux d'un service d'enseignement. Donc quand les statisticiens de l'INSEE font le PIB, enfin calculent le PIB, eh bien, même si vous ne le payez pas directement, ils reconstituent la valeur marchande équivalente du service d'enseignement dont vous êtes en train de bénéficier, et crac, ils vous mettent ça dans le PIB. Vous allez acheter une paire de baskets pour vous en servir, vous êtes le consommateur final de la paire de baskets. Sauf que si vous allez acheter une paire de baskets parce que vous tenez un stade, et que vous donnez gratuitement les baskets aux gens qui payent l'entrée dans le stade, à ce moment, la consommation finale, c'est plus la paire de baskets, c'est l'entrée dans le stade. Donc, déjà, définir ce que c'est qu'une consommation finale de quelque chose, ça peut poser des problèmes. Ensuite, vous avez un deuxième truc qui peut poser problème dans cette affaire, c'est de définir ce que c'est qu'une consommation en volume, parce que vous, ce que vous allez payer, c'est un prix courant, donc le prix de votre paire de baskets, il est ce qu'il est, puis l'année prochaine, il sera ce qu'il sera. Sauf que les gens de l'INSEE, ils ne veulent pas mesurer la production économique en prix courant, ils veulent enlever un truc qui s'appelle l'inflation. Et l'inflation, c'est, je prends la même paire de baskets d'une année sur l'autre, si elle coûte 3% de plus, eh ben je la comptabilise l'année suivante à la valeur qu'elle avait l'année où elle est apparue sur le marché. Hein, c'est ça l'idée de la comptabilisation en valeur. Ah, en volume, pardon. Oui, mais cette année, je vous vends une paire de baskets avec 6 trous, et l'année prochaine, je vous en vends une avec 8. Puis je vous la vends 5% plus cher. Est-ce que c'est la même paire de baskets avec 5% d'inflation, ou est-ce qu'à ce moment, vous avez eu de l'inflation, ou est-ce que c'est une paire de baskets différente, et à ce moment, vous avez eu de la croissance en volume? Alors, ça peut vous paraître cette affaire de la sodomie de diptère, sauf que si vous prenez l'exemple des voitures, je vous vends aujourd'hui une voiture qui fait 1,5 tonnes et qui consomme 8 litres au 100, et dans laquelle vous mettez 5 personnes. Et puis je vous vends l'année prochaine une voiture dans laquelle vous mettez 2 personnes, qui consomme 1,5 litre au 100, qui pèse la moitié du poids, sauf que dans cette voiture, vous êtes capable d'appeler la Lune. C'est la même voiture ou c'est pas la même voiture? Et je vous la vends 3 fois plus cher. C'est la même voiture ou c'est pas la même voiture? Hein? Comme disait l'autre, ça se discute. Bon. Eh bien, aujourd'hui, le miracle de la comptabilité publique fait que, globalement, on va dire que c'est la même voiture. D'accord? Donc, si je vous la vends 3 fois plus cher, eh bien, à ce moment, c'est de l'inflation, et l'inflation, les économistes n'aiment pas ça. Une autre manière de dire ça, c'est que vous voyez bien qu'à partir du moment où je considère qu'un objet qui a des caractéristiques physiques données, je ne peux pas monter son prix sans que ce soit assimilé à de l'inflation. Ça veut dire que sur un certain nombre d'objets que je vous ai évoqués, on va avoir énormément de mal à vendre plus cher des objets qui consomment moins. Parce que la manière dont les comptables publics font leurs comptes aujourd'hui font qu'ils auront très envie de compter ça comme de l'inflation et pas de compter ça comme de la croissance en volume. Hein? Alors il se trouve que le PIB, c'est aussi, c'est un miracle de la comptabilité publique, la somme des revenus des agents économiques. Donc en gros, c'est un empilement de salaires, de rentes, de dividendes, de quelques intérêts d'emprunt, etc. Voilà, c'est ça et in fine, c'est toujours des choses qu'on paye à des gens. C'est jamais des choses qu'on paye à la planète Terre. Hein. C'est là aussi quelque chose que je vous ai évoqué dès le premier cours. Donc dans le PIB, il n'y a pas les ressources naturelles. Il n'y a pas les ressources naturelles dans le PIB.
On ne pourrait pas faire ce cours aux mines aujourd'hui tel qu'il est fait, sans les terres rares qui ont permis de faire l'optique ou l'écran plat, tiens, par exemple, de mon ordinateur, sans les combustibles fossiles qui font la petite part d'électricité aux fossiles qui alimentent ce vidéoprojecteur, sans les noyaux d'uranium qui ont le bon goût de se trouver dans la croûte terrestre et qui permettent d'en faire une autre partie, etc. Tout ça n'est pas dans l'appréciation du service marchand qui vous est rendu aujourd'hui par le fait que vous êtes capable d'avoir un cours. Hein. Donc, le PIB, c'est juste le travail humain qui permet de transformer quelque chose qu'on va trouver dans la nature en quelque chose d'autre, parce qu'on trouve que c'est plus sympathique d'avoir un vidéoprojecteur qu'un empilement de terres rares et de noyaux d'uranium. Mais c'est très exactement ça, le PIB. Alors, une fois que vous savez ce que c'est, on peut commencer à discuter sur est-ce qu'il peut monter ou descendre dans le monde contraint dont je vous ai parlé. Alors déjà, d'où est-ce qu'il sort? Eh bien, voilà par exemple une décomposition sectorielle. Donc 3% du PIB aujourd'hui, c'est l'énergie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la somme des revenus payés aux agents économiques pour qu'on dispose d'énergie, c'est 3% de ce qu'on dépense. Ça ne veut pas dire que l'énergie permet d'avoir, enfin comment dire, que l'énergie n'est nécessaire que pour 3% du PIB. Aujourd'hui, vous supprimez du jour au lendemain l'approvisionnement énergétique du pays, et ce n'est pas 3% du PIB qui disparaissent. C'est pas 80%, 90%. Hein. Donc, ce genre de représentation ne vous permet pas d'appréhender l'asservissement global du système. Ça ne vous donne pas de vue systémique. D'accord? On a compartimenté comme ça, en gros en fonction de l'endroit où les gens travaillent, et c'est à peu près tout ce que ça dit. Hein. Donc quand on vous dit 4% du PIB c'est dans les transports, ça ne veut pas dire non plus que si on avait 3 fois moins de transports, et ben, tout ce qu'on perdrait c'est 2 à 3% du PIB. Non, on perdrait beaucoup plus que ça, tel que c'est bigorné, parce qu'aujourd'hui vous n'avez quasiment pas un produit ou service qui soit accessible aux consommateurs sans qu'il y ait un segment de transport quelque part. Hein. Vidéoprojecteur, la probabilité pour que du début de l'extraction du minerai de fer jusqu'au moment où ça arrive dans cette salle, tout le monde fasse ça en le portant sur son dos ou à dos de chameau, est assez faible. Donc la quasi-totalité du PIB mondial repose aujourd'hui sur des transports. Le dernier point qu'il faut avoir en tête, c'est que le PIB correspond aux services marchands. Donc quand vous produisez pour votre propre compte, vous avez un potager, c'est pas dedans. Vous changez une ampoule chez vous, c'est pas dedans. Vous participez bénévolement à une association, c'est pas dedans. Ça ne correspond qu'aux services marchands. Donc quand on vous dit il y a des gens qui sont hyper pauvres parce qu'ils vivent avec moins de $2 par jour, si les gens qui vivent avec moins de $2 par jour vivent sur une île déserte avec une corne d'abondance qui leur amène tout ce qu'il faut, ils vivent très bien. Alors il se trouve que dans le monde dans lequel nous sommes, c'est clair que ça signifie qu'un certain nombre de services ne leur sont pas accessibles. Hein. Mais il faut bien voir que $2 par jour, je ne suis pas en train de dire qu'ils sont plus heureux ou plus malheureux que vous, hein, c'est pas ce que je dis, mais je dis qu'en ce qui concerne les pays dans lesquels les services marchands sont disponibles en petite quantité, il se trouve que, par ailleurs, ce sont des pays où une bonne partie de ce qui permet aux gens de manger et de vivre est soit le fait de l'autoproduction, soit le fait de troc, c'est-à-dire de trucs qui échappent aux statisticiens et aux économistes. Hein. Donc là encore, il faut comparer ce qui est comparable. Je ne dis pas que c'est mieux ou moins bien, je dis juste ça ne mesure pas exactement la même chose. Vous avez un certain nombre de trucs qui sont très difficilement accessibles sans les échanges marchands. Moi, je vais prendre les médicaments, par exemple. L'autoproduction des médicaments est quand même pas un truc extrêmement répandu. Par contre, vous avez des tas de trucs qui peuvent largement échapper aux échanges marchands, ou l'autoproduction des vaccins, mettons. Vous avez des trucs qui peuvent très largement échapper aux échanges marchands sans que ça ait de signification particulière, et ça peut notamment être l'agriculture vivrière. Hein. Voilà, donc faut faire très attention quand on manipule ce terme, à bien se rappeler ce qu'il signifie, et du coup, encore une fois, toutes les limites, et là je vous assure ce que je vous ai dit sur les députés tout à l'heure en ce qui concerne l'énergie, c'est aussi valable sur le PIB. Je vais maintenant, en fin de cette partie sur les économies, où je vous ai dit, encore une fois, je vous ai tout dit techniquement, hein, techniquement on peut faire des économies partout, c'est vraiment pas un problème, vous prenez n'importe quel objet, par unité d'usage, c'est facile. La question, c'est de mettre en perspective les économies unitaires avec nos souhaits économiques et l'acceptabilité sociale. Alors pour ça, je vais utiliser une équation. Il n'y a pas longtemps, on m'a dit, tiens, c'est un anagramme de Yaka, mais en fait, il y a vraiment un monsieur Kaya, du reste, je l'ai vraiment rencontré, qui est un japonais, et il dit, je vais prendre mes émissions de CO2, parce qu'en l'occurrence, c'est juste le CO2 sur lequel je vais disserter,
je vais dire que le CO2 est égal au CO2, ce qui normalement devrait encore vous être accessible à cette heure-ci. Et ensuite, je divise et je multiplie par 3 termes non nuls successivement la quantité d'énergie qu'on consomme, le produit économique marchand et la population mondiale. Et pourquoi est-ce qu'à un quart d'heure de la cantine, c'est un truc intéressant? Pour les raisons suivantes. C'est que ça permet d'exprimer les émissions de gaz carbonique comme le produit de 4 termes sur lequel chaque spécialiste dans son domaine va avoir une vision conventionnelle de l'avenir. Ici, ça va être le domaine de l'énergéticien et ou du physicien. Ça et ça va être les domaines de l'ingénieur. L'ingénieur, il sait faire 2 choses dans cette histoire. Il sait faire des dispositifs qui sont plus efficaces en énergie par unité économique, c'est-à-dire par usage. Donc il sait faire une cafetière qui consomme moins d'énergie. Voilà, il sait faire ça. C'est le premier truc qu'il sait faire, bon, normalement qu'il doit savoir faire. Et il sait faire un deuxième truc, qui est de fournir de l'énergie en ayant émis moins de CO2. Ça, c'est le royaume du nucléaire, des renouvelables, de la capture et de la séquestration, etc. Et ça, c'est le royaume des économies unitaires, c'est-à-dire une voiture, un frigo, 1 mètre carré de logement, la fabrication d'un stylo à billes, etc. Tout ça en ayant consommé moins d'énergie. Ça, c'est le royaume des économistes. Donc les économistes, ils s'intéressent aux produits économiques marchands par personne et à la manière dont il évolue. Et ça, c'est le royaume des démographes. Question, est-ce que tous ces gens-là sont d'accord entre eux ou est-ce qu'ils ne sont pas d'accord entre eux? On va commencer par demander aux gens qui sont dans la partie gauche de l'équation, qui sont près des lois physiques difficiles à violer, ou mathématiques difficiles à violer. Ils vous disent il faut diviser par 2 les émissions de gaz carbonique mondiales, as soon as possible, et de toute façon, même si on n'y arrive pas as soon as possible, on y arrivera juste un peu plus tard, à cause de la limitation sur les combustibles fossiles et sur les surfaces de forêt à défricher. Après, vous allez faire un petit tour à l'Institut d'études démographiques et vous leur dites, est-ce que la population est partie pour être divisée par 2? Parce que ça pourrait être une manière, toutes choses égales par ailleurs, de respecter l'égalité. Et l'Institut d'études démographiques dit, ça m'étonnerait, sauf chute de météorites, guerre atomique mondiale ou grippe aviaire, ça devrait plutôt augmenter de 50% dans les 50 ans qui viennent. Alors, je vous rappelle une chose, en ce qui concerne la population, l'avenir n'est pas plus écrit que pour le reste, et il n'existe pas de prévision démographique, il existe des projections démographiques. Il n'existe pas de prévision démographique. Ça n'existe pas. Il n'existe pas de prévision du poste que vous occuperez à 20 ans, dans 20 ans, pardon. Ça n'existe pas. On peut évaluer des probabilités, mais on ne peut pas dire qu'on va faire une prévision. Ça n'existe pas. Là, c'est exactement pareil. On est trop loin d'une loi avec un caractère prédictif fort pour être capable de dire c'est comme ça que ça va se passer. On peut dire que c'est plus probable, d'accord? On peut dire que c'est ce sur quoi on se base, d'accord? Mais ça n'est pas une prévision stricto sensu. Donc si on prend la vision classique de l'avenir des démographes, ils disent plus 50% d'ici 50 ans. Donc là, vous voyez qu'on doit gagner un facteur 2 sur le terme de gauche. On prend un facteur 2, mais dans l'autre sens, sur le terme de droite. Un facteur 1,5, pardon, sur le terme de droite. Ça veut donc dire que les 3 termes qui restent, on doit les corriger d'un facteur 3. D'accord? On doit faire diviser par 3 sur les 3 termes qui restent. Alors ensuite, je vais voir M. Attali et je lui dis, est-ce qu'on va diviser le PIB par personne par 3? Et M. Attali me répond, non, il faut sauver les retraites, assurer la marge de Leclerc et de l'emploi pour tous pour les ingénieurs, donc on va augmenter ça de 2% par an sur les 50 ans qui viennent. Vous savez comme moi faire des intérêts composés, du reste peut-être que certains d'entre vous iront en faire leur métier chez un banquier plus tard. Si vous faites 1,02 à la puissance 50, ça vous fait en gros un facteur 3 à l'échelle de 45-50 ans. Et c'est tellement sensible au 2, quelque chose initial qu'on va se limiter au premier chiffre significatif et on va dire que ça c'est multiplié par 3 en 50 ans. Donc la vision conventionnelle de l'avenir, c'est je divise ça par 2 et je multiplie ces 2 trucs-là par 4,5. Ça veut donc dire que les ingénieurs merveilleux que vous êtes, et moi aussi, on va devoir faire un facteur 9, disons 10, sur les 2 termes qui restent. Alors je commence par convoquer les gens de ma génération et les gens de la génération précédente en disant, sur l'intensité énergétique de l'économie, là montrez-moi ce que vous avez réussi à faire. Et les ingénieurs me disent, ben voilà, en 30 ans, on a réussi à faire 30%.
Donc là où il fallait 1 d'énergie pour faire 1 de PIB il y a 30 ans, maintenant il faut 0,7 d'énergie pour faire 1 de PIB. Il y a eu 2 chocs pétroliers dans l'intervalle, et je peux vous assurer que comme aiguillon, ça a été assez sensible, je vous le montrerai après. Donc je vais continuer tendanciellement sur cette affaire-là. Il est possible d'aller plus vite que ça. En économie de guerre, par exemple. Hein. Mais là, on va rester, ce qui a des avantages et des inconvénients, mais là, on va rester sur la prolongation tendancielle. Et à ce moment, on dit qu'on va gagner un facteur 2 en 50 ans. Incidemment, dire qu'on gagne un facteur 2 en 50 ans là-dessus, comme le produit de mes 3 termes de droite, c'est la quantité d'énergie consommée par l'humanité, vous voyez que si ici je divise par 2, là je multiplie par 3 et là je multiplie par 1,5, ça veut dire qu'on est dans un contexte dans lequel la quantité globale d'énergie consommée par l'humanité double. D'accord? Donc, plus 50% de croissance démographique et plus 2% de PIB par personne sur les 50 ans qui viennent, avec un gain de 50% sur l'efficacité énergétique mondiale, ça veut dire en gros 2 fois plus d'énergie à fournir dans 50 ans, dans 45. Hein. Et à ce moment, je passe une petite annonce et je dis, cherche ingénieurs astucieux qui sont capables de me faire un facteur 4 sur ce terme, là où la génération précédente n'a pas su faire mieux que 10% en 30 ans. Voilà. C'est très exactement ça qu'il me faut. C'est des gens qui vont être capables de me faire un facteur 4 là-dessus, hein, pour qu'on puisse prolonger la danse de manière conventionnelle. Et vous voyez bien que si ça et ça ne sont ou techniquement, ou économiquement, ou socialement pas à notre portée, eh bien, l'égalité ayant une très sale manie, c'est que les 2 termes sont égaux, c'est là-dedans et là-dedans que ça va taper. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que les questions énergétiques, c'est un enjeu de société absolument fondamental et central, et leur négligence ne garantit pas qu'on va avoir une économie de plus en plus prospère avec de temps en temps les écolos qui gueulent dans le journal. Ça garantit une forme d'effondrement dans les décennies, siècles, probablement avant 2100, et peut-être même bien avant, à dire. C'était, soit dit en passant, très exactement le message du Club de Rome dont je vous ai parlé dans le premier cours. Alors, ça veut dire que la vision conventionnelle, elle devrait prolonger cette courbe où vous avez les hydrocarbures, la charbon, pétrole et gaz qui ont cru et embelli jusqu'en 2005, 2006, 2007. Eh bien, il faut le prolonger de cette manière. Alors, moins 1,5% par an sur les énergies fossiles, je vais vous montrer comment on fait. C'est très simple. Plus 4 à 5% par an sur les renouvelables et le nucléaire, on en parlera dans les 2 prochains cours pour voir si c'est un truc qui est envisageable ou pas envisageable. Mais c'est très exactement ça qu'il faut faire si on veut avoir à la fois le PIB pour tous et pas de problème d'environnement. Alors, pour avoir moins 1,5% sur les énergies fossiles, je vais aller directement à la conclusion, c'est extrêmement simple, il suffit de monter le prix. C'est extrêmement simple. Il suffit de monter le prix plus vite que ce que les gens gagnent. Voilà, c'est d'une simplicité biblique, et je vais vous montrer 2 ou 3 exemples. Voilà, donc retenez, les économies d'énergie, c'est le prix. C'est le prix. Et je disais tout à l'heure, je ne compte pas le nombre d'ingénieurs des mines, les vrais, les X-mines, hein, pas les autodidactes comme moi, qui ont, au terme d'un parcours qui a duré n'importe quoi entre 3 et 10 ans dans les affaires énergétiques, qui ne se mettent plus qu'à parler d'argent. Ils font tous exactement le même parcours, et même les autodidactes comme moi arrivent à comprendre pourquoi. Donc, j'en reviens à ce que je vous disais. Vous avez ici les émissions de CO2 par secteur de la France entre 1960 et 2004, 2002, peu importe. Vous voyez que dans la période de la fin des 30 Glorieuses, toutes les émissions sectorielles augmentent, s'il vous plaît, il y en a encore pour 5 minutes là. Toutes les émissions sectorielles augmentent. Donc ici vous avez les émissions de l'industrie, ici vous avez les émissions de l'électricité qui à cette époque tournent majoritairement au fioul. Ici vous avez les émissions du résidentiel et tertiaire, c'est-à-dire les bâtiments, ici celle des transports, ici celle de l'agriculture. Alors l'agriculture c'est un peu particulier parce que là-dedans vous avez des brûlis en bout de champ, donc vous n'avez pas que les combustibles fossiles, etc. Vous voyez que tout ça croît et embellit, et là, première augmentation du prix, et là, deuxième augmentation du prix, et crac! C'est absolument spectaculaire. Dans à peu près tous les secteurs, sauf le transport, mais j'y viendrai après, vous avez un arrêt à la hausse, puis une baisse. Alors l'arrêt à la hausse, il est d'abord dû à la récession, ça c'est l'effet de très court terme, ça marche très bien. Et ensuite, le signal prix est devenu suffisamment élevé
pour que des tas d'investissements qui permettent d'économiser de l'énergie deviennent économiquement rentables. Donc c'est là qu'on commence à voir apparaître la réglementation thermique sur les bâtiments. On construit plus cher, mais ça consomme moins. C'est là qu'on commence à voir apparaître des gens qui vont faire des arbitrages sur la manière dont ils produisent dans l'industrie, et vous avez des tas d'endroits où le fait d'économiser de l'énergie devient un truc important. Donc ça va faire sortir plus vite les découvertes des laboratoires, etc. Alors les transports, pourquoi est-ce que la hausse n'a pas été cassée? Parce qu'en fait le signal a été trop bref pour cela. Vous allez voir que pour le transport il faut un signal long. Et par contre, ça a eu un effet très discernable sur la partie rapidement variable qui est les achats de voitures réalisées dans l'année. Ici, vous avez une courbe que je vous avais montrée lors du premier cours qui est le prix du pétrole en dollars constants depuis 1860. Et vous voyez qu'en 1980, on est passé par un maximum en dollars constants qu'on réatteint tout juste actuellement, hein, un maximum en dollars constants. Et il se trouve que les prix à la pompe, ils ont rattrapé le maximum pendant les années qui ont suivi. C'est-à-dire qu'en France et dans la majeure partie des pays d'Europe et du monde, les prix à la pompe, ils ont augmenté entre 1980 et 1985. Et ça, le rattrapage s'est pas fait instantanément. Et c'est à partir de 85 qu'on a eu ce qu'on a appelé le contre-choc. C'est-à-dire que les prix à la pompe et les prix de l'énergie se sont bien baissés. Eh bien, regardez le comportement du consommateur entre 1980 et 1985 dans un certain nombre de pays de l'OCDE, l'Italie, la France, la Grande-Bretagne et la moyenne, etc. Eh bien, le consommateur, dans tous ces pays, indépendamment de qui ils avaient élu l'année précédente et de la marque du concessionnaire du coin, hein, ils ont tous le même comportement, c'est-à-dire que d'une année sur l'autre, la consommation des véhicules neufs vendus dans l'année baisse. Et en 1985, année du contre-choc, au même moment, indépendamment du concessionnaire du coin, des publicités vues à la télé et de la personne qu'ils ont élue l'année précédente, instantanément, le consommateur arrête d'acheter des modèles plus économes d'une année sur l'autre. Là, je pense que vous avez vraiment un message absolument fondamental. Et vous voyez bien que, encore une fois, c'est pas dépendant de la couleur du parti politique au pouvoir, c'est pas dépendant des marques dominantes de voitures vendues dans le pays, c'est pas dépendant des autoroutes qui existent ou qui n'existent pas, etc. C'est indépendant de tout ça, c'est d'une homogénéité absolument parfaite. Alors, il se trouve que ce signal s'est appliqué en France. Mais quand vous regardez à l'époque quelle était la croissance annuelle du parc de voitures et la croissance du PIB par personne et de l'accès au transport motorisé, cette évolution-là, qui concerne 1 litre au 100 de baisse en quelques années, n'a pas été suffisante pour que sur les émissions totales du parc, on ait une baisse. Ça a simplement un tout petit peu amorti la hausse sur une année ou 2 années. Voilà, c'est tout l'effet que ça a eu, parce que la courbe que vous avez là, c'est la composition des véhicules neufs vendus dans l'année, avec le parc qui était déjà existant, avec l'augmentation du kilométrage par personne, avec l'accès à la mobilité motorisée d'un nombre croissant de personnes. Hein. Donc ça n'a pas été maintenu suffisamment longtemps pour avoir un effet. Alors maintenant, on va regarder ce que ça donne quand on le maintient suffisamment longtemps pour avoir un effet. Et c'est ce que vous avez sur ce graphique. Vous avez ici la consommation d'énergie dans les transports routiers. Alors ici, c'est des gigajoules. Pour une fois, on a été orthodoxe au niveau du SI. Du système international, pardon, par habitant et par an, en fonction des prix à la pompe du carburant. Le prix à la pompe du carburant, c'est quelque chose qui est un signal lent, car il y a eu 2 philosophies pratiquées en la matière dans les pays consommateurs d'énergie. C'est ou bien les pays ont commencé leur histoire industrielle avec de l'énergie à profusion, donc en étant producteurs de pétrole, cas des États-Unis, par exemple. Et à ce moment, les prix à la pompe sont bas, et du reste, dans tous les pays producteurs aujourd'hui, les prix à la pompe sont bas, hein, les pays qui sont historiquement producteurs, les prix sont bas. Ou bien les pays ont commencé, je vais y arriver, leur histoire industrielle avec une absence d'hydrocarbures liquides sur leur sol, ce qui est le cas de la totalité des pays d'Europe occidentale. Le pétrole en Grande-Bretagne, c'est 74, hein, donc les Grands-Bretons, ils ont commencé à conduire sans exploitation pétrolière sur leur sol, et à ce moment, les carburants sont significativement taxés. Il n'y a pas de différentiel significatif de fiscalité sur les carburants entre les divers pays d'Europe occidentale. Il n'y en a pas. Hein. Et vous voyez que donc ce signal-là, il est long, parce qu'il est le résultat d'une histoire qui était producteur, pas producteur, et c'est un signal qui a été maintenu sur des dizaines d'années.
Eh bien, le résultat de ce signal maintenu sur des dizaines d'années, c'est que vous voyez que vous n'êtes pas très loin d'avoir une hyperbole sur cette affaire-là, c'est-à-dire que plus on a maintenu pendant longtemps un prix élevé à la pompe, et moins les gens consomment de carburant routier par an. D'une manière générale, ils vont aussi faire moins de kilomètres, utiliser des modèles qui consomment moins aux 100 km, etc. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est que la technologie, elle va s'investir là où le prix de l'énergie lui dit d'aller. Si le prix de l'énergie monte plus vite que le pouvoir d'achat, la technologie ira s'investir dans une réduction des usages globaux. Si le prix monte moins vite que le pouvoir d'achat descend, alors la technologie, elle ira s'investir dans l'augmentation des usages plus vite que dans la baisse d'un usage particulier. Donc en gros, le progrès technique, il existe et il existera toujours tant qu'il y aura des gens pour s'en occuper. Par contre, là où il va s'investir dépend fondamentalement du prix de l'énergie. C'est ça l'élément fondamental. Et ce n'est pas très étonnant, si vous vous rappelez encore une fois du premier cours, quand je vous ai dit que l'énergie, c'était l'aptitude à transformer le monde, donc le prix de la transformation du monde est à l'évidence quelque chose qui est assez structurant sur la manière dont se comporte le monde. Voilà, si vous prolongez cette courbe, vous arrivez à la conclusion que pour que la consommation de carburant en France soit divisée d'un facteur 4, il faut en gros arriver à 4 € par litre ou 4 $ par litre. Voilà. Pas en un jour, mais c'est là qu'il faut arriver. Et ici, je vais finir avec deux graphes qui vous montrent les gains envisageables à l'échelle mondiale en ce qui concerne les émissions de CO2 en fonction du prix auquel on met la tonne d'équivalent CO2. Donc en d'autres termes, si un signal prix est envoyé à l'ensemble de l'économie mondiale en disant la tonne de CO2, elle va valoir 50 $, eh bien, à ce moment, l'économie mondiale, par rapport à un scénario tendanciel, est capable d'économiser entre 10 et 25 milliards de tonnes équivalent CO2. Voilà, c'est ça que dit ce graphique. Et vous voyez que alors ça, c'est une compilation de toutes les études qui ont été faites sur le sujet que le GIEC a réalisé, et vous voyez que vous preniez le truc en bottom-up ou en top-down, c'est-à-dire en compilant des trucs micro ou en ayant une approche directement macro, la conclusion est toujours la même. Plus vous montez le prix, plus les gens feront d'économies. Voilà. Donc c'est clairement, encore une fois, quelque chose qui n'est plus un enseignement technique, mais j'en reviens au message central de ce cours, c'est que les économies d'énergie, c'est, pour encore plus que la technique, une question d'acceptabilité sociale, donc économique. C'est ça, les économies d'énergie. Avant-dernier graphique, vous avez ici cette décomposition par secteur, et vous voyez, et ce n'est pas un hasard que le bâtiment émerge le plus fort dans les discussions actuelles, vous voyez que là où vous faites le plus d'économies avec un CO2 qui serait n'importe quoi entre 20 et 100 € la tonne, c'est dans le bâtiment. Ensuite, c'est dans les industries de l'énergie, donc nucléaire et renouvelable, ça peut basculer, surtout nucléaire et séquestration, ça peut basculer très vite si vous avez un petit signal prix, pas très élevé, sur la tonne de CO2. Dans l'industrie lourde, la fabrication des matériaux est extrêmement énergivore, et je peux vous dire que 100 € la tonne de CO2 pour Mittal ou 100 € la tonne de CO2 pour Rhône-Poulenc, c'est pas un signal qui est mineur, alors que sur un litre d'essence, ça se verra à peine, parce que 20 € la tonne, ça vous fait 4 centimes en plus. Hein. Donc 100 € la tonne de CO2, ça vous fait 20 centimes en plus. Je veux dire, ça va pas empêcher les gens de rouler. Alors 100 € la tonne de CO2 sur des procédés industriels, il y a des endroits où ça peut radicalement changer les procédés. Vous faisiez du nickel avec des fours à 1400 degrés, vous les faites avec des procédés acide-base à 20 degrés. Ça change un tout petit peu la consommation d'énergie, bon, etc. Dans les transports, vous voyez que c'est là que la réduction est la plus inélastique au prix. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut maintenir le signal très longtemps, parce que là c'est à l'échelle de 20 ans. Hein. Il faut maintenir le signal très longtemps, parce que les transports ont structuré l'urbanisme, et une fois que vous avez l'urbanisme que vous avez, vous le détricotez pas en un jour, et à ce moment, pour que le truc vive correctement, vous avez des besoins en transport, pas facile à évaluer. Voilà. Donc c'est quelque chose, encore une fois, qui est vraiment le message central de ce cours, c'est que les économies d'énergie, c'est avant tout une affaire d'argent. Et si je résume en gros la manière dont le problème se pose à nous aujourd'hui, avant de parler du nucléaire, des renouvelables et de la suite, voilà un bilan provisoire qu'on peut tirer de cette affaire, qui est qu'on arrive de l'état de gauche
on s'est mis provisoirement dans l'état du milieu, et toute la question est de savoir si, avec de moins en moins d'énergie fossile, on va refaire l'état de gauche, ou si personnellement m'intéresserait beaucoup plus, non, on va se mettre dans l'état du haut, c'est-à-dire qu'il va y avoir une manière de transition, une forme de transition pour continuer à avoir exactement les mêmes usages qu'aujourd'hui, sans énergie fossile. Donc ça nous emmène aux 2 cours qui vont suivre, c'est-à-dire nucléaire et renouvelable. Donc on se retrouve lundi prochain pour parler du nucléaire, jeudi prochain pour parler des renouvelables, et bon appétit.